Mary Touax Early reçoit un appel qui l'informe que le 25 juin, une lettre écrite au nom de l'ensemble du conseil de bande et signée par le chef lui-même a été émise à son domicile. La lettre lui indiquait qu'elle devait quitter la communauté au plus tard le 1er septembre de la même année. Parce que devant chaque grande femme, il y a toujours un homme qui lui fait de l'ombre. Il faut farfouiller, dépoussiérer, chercher pour qu'on puisse se le raconter, notre matrimoine. Parce que même si l'histoire a voulu les oublier, elles ont bel et bien existé. Ces femmes ont une histoire et un nom. Je m'appelle Valérie Deschamps, je suis professionnelle en matrimoine et conteuse. Je vous souhaite la bienvenue dans le balado Team Madame. À chaque 21 juin depuis 1996 au Canada, c'est la Journée nationale des peuples autochtones. On reconnaît l'histoire, les cultures, les traditions, mais aussi leur contribution au grand pays qu'est le Canada. Ça a été long là, quand même dans l'histoire avant que ce soit officiel. Puis dans les dernières années, ça a changé de nom pour devenir Journée nationale des peuples autochtones. Ça tombe pas mal en même temps que le solstice d'été ou là à quelques heures près. La journée du solstice, c'est aussi un moment important pour les membres des Premières Nations depuis des lustres et des lustres. C'est synonyme de rassemblement et de célébration. Là, tu te dis peut-être, OK Val, mais pourquoi tu me dis tout ça? Ben c'est simple. Je pense que pour l'épisode du mois de juin, c'était essentiel et important de rendre hommage à une femme autochtone. Une militante pour les droits de la personne tant dans sa communauté qu'à l'extérieur. Puis là, je tiens à dire là, que je sais que c'est un sujet sensible et délicat. Du sens que j'ai composé cet épisode-là avec tout mon cœur et mon amour. C'est écrit avec les informations que j'ai trouvées en date de juin 2025. Peut-être que tu écoutes l'épisode puis qu'on n'est plus pantoute à la même place. Peut-être aussi que mes prononciations sont pas les bonnes, voire même inexactes. Je m'en excuse à l'avance. Mais je vous le dis, c'est rempli de doux et de bonne volonté. Cette femme-là que je vais vous présenter dans l'épisode aujourd'hui, c'est grâce à elle qui a 40 ans cette année, le 28 juin plus précisément, on mettait fin à la discrimination basée sur le sexe dans la loi sur les Indiens. Cette femme-là, c'est une pionnière, une militante pour vaincre le sexisme colonial. Puis, ça s'est pas fait de tout repos, mais peu connaissent cette femme-là. As usual, vous me direz. Place à notre matrimoine avec les luttes pour les femmes autochtones et Mary Touax Early. Il faut savoir que notre team Madame a consacré la plus grande partie de sa vie à la lutte contre les injustices et le double standard de la loi sur les Indiens, le sexisme colonial pour le renommer. Mais que c'est ça, rapidement, le sexisme colonial? En fait, c'est que le colonialisme renforce ou légitimise des rapports sexistes dans une population. Il détruit les rapports sociaux traditionnels pour y inclure ses propres systèmes d'oppression. Par exemple, dans le cas qui concerne l'épisode, le rapport colonial de la Confédération canadienne sur les peuples autochtones a renforcé les rapports de domination des hommes sur les femmes à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur même des communautés. Vite de même, avec cette loi-là, les femmes pouvaient plus donner l'appartenance à un clan à ses enfants. Ce qui fait aussi que les femmes autochtones ont vécu et vivent encore des violences venant de différents systèmes d'oppression patriarcale et coloniale. Bref, tout ça s'inscrit dans l'analyse intersectionnelle du féminisme. Puis mon explication est loin d'être exhaustive, là. C'est rien que pour qu'on se donne une idée puis une base commune pour comprendre le reste de l'histoire racontée dans l'épisode. Quelques années après la Confédération canadienne, une modification de la loi sur les Indiens prive les femmes autochtones de leurs droits et de leur statut. En 1876, on inscrit dans la loi qu'une femme autochtone qui épouse un allochtone ou un autochtone non inscrit perd son statut d'Indien. Puis ça s'adresse qu'aux femmes, cette modification-là. Parce que si t'es un homme autochtone, tu vas pas perdre ton statut ni tes droits si t'épouses une allochtone. Le statut d'Indien
Indien, comme la loi le dit, devient donc déterminé par la lignée masculine et non pas féminine comme c'était le cas traditionnellement pour certains peuples. Ce qui fait que les enfants qui vont découler d'une union entre une femme autochtone et un homme blanc, auront pas le droit au statut d'Indien. Avec ça, on compte assimiler tranquillement, sournoisement, mais sûrement les peuples autochtones tout en dépossédant les femmes et en les marginalisant. Parce qu'en plus de ça, ça donne des privilèges aux hommes quant aux institutions de gouvernance dans les communautés. Il peut pas avoir plus patriarcal et colonial que ça, je pense. Malgré que c'est encore drôle. Hold my beer! Non. Cette loi-là a perduré pendant 109 ans. Et c'est grâce, notamment, vous l'aurez deviné, à Mary Touax Early que le tout a changé. Née en 1911, Mary Touax Early a grandi dans la communauté de Kahnawake sur la rive-sud de Montréal, en bordure du fleuve. Là, ça se peut que vous allez lire à certains endroits, notamment dans des livres ou dans des livres à l'école, ou parfois même entendre parler de réserves autochtones. Moi, j'ai décidé de parler plutôt de communauté. Membre de la Confédération Haudenosaunee, Marie fait partie de la communauté de Kanien'kehá:ka. Là, ça se peut que tu te demandes de qui c'est Haudenosaunee. C'est parce que dans les cours d'histoire, au primaire ou au secondaire, on va présenter ce peuple-là sous d'autres noms. Si je te dis Iroquois, ça te dit quelque chose, mais Iroquois, c'est le nom français donné à ce peuple-là. Puis c'était dans une perspective un peu pas mal péjorative, mettons. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que les Européens leur ont donné ce nom-là parce que leurs alliés autochtones étaient des ennemis des Haudenosaunee. Iroquois, ça veut genre dire serpent venimeux. Fait que, tu comprends que non. Donc, Mary est issue d'une des 5 nations Haudenosaunee, Kanien'kehá:ka, connue aussi sous le nom de Mohawk. Selon ce que j'ai lu, c'est qu'on peut aussi traduire Kanien'kehá:ka par les termes gardiens de la porte de l'Est, dû à leur position géographique qui se trouve à être le point le plus à l'est en territoire Haudenosaunee. La mère de Mary Touax Early est guérisseuse. C'est une infirmière Oniyotahaka, connue aussi sous le nom de Oneida. Ça, c'est une autre nation de la Confédération des Haudenosaunee. Mary habite avec sa mère jusqu'à l'âge de ses 10 ans dans le Dakota du Nord, où elle s'était rendue pour soigner des jeunes atteints de la grippe espagnole, maladie dont elle tomba malade et décéda. Mary retourne vivre dans ses terres natales jusqu'à ses 18 ans. C'est l'heure pour elle de quitter pour une autre aventure, soit celui de trouver de la job aux States. Elle décide donc de partir pour New York et de s'installer dans une petite communauté qu'on appelait le Petit Caughnawaga, où elle y rencontre son futur mari d'origine irlando-américaine. Ils se marient quelque temps après et auront 2 enfants. Là, si tu as bien écouté le début, tu comprends que Mary perd à ce moment-là son statut selon la loi sur les Indiens qui stipule par l'article 12.1b que les femmes autochtones qui se marient à un nom autochtone sont automatiquement privées de leur statut d'indienne inscrite, perdant, de surcroît, toute possibilité de le transmettre à leurs enfants. Ces femmes ne pourront plus avoir des droits de propriété dans leur communauté, ne pourront plus participer aux affaires du conseil de bande et ne pourront plus s'y faire inhumer. Quelques années plus tard, une de ses consoeurs Kanien'kehá:ka se réfugie chez Mary. En fait, cette amie-là avait épousé un allochtone. Alors devenue veuve, elle pouvait plus rester dans la communauté comme elle avait perdu son titre et statut. Elle a donc été forcée de s'exiler. Elle a cherché refuge trouvé chez Mary où elle décéda d'une crise cardiaque. Mary attribue le décès de son amie au stress qu'elle avait vécu. Puis on peut comprendre, ça a dû être vraiment angoissant. Puis pour Mary, la goutte qui a fait déborder le vase, c'est quand on a refusé que sa chum soit enterrée dans le cimetière de sa communauté. Ça l'a mis en beau maudit. Ça venait de réveiller la militante qu'elle sera pendant plusieurs années.
Mary part en tournée pan-canadienne à l'âge de 55 ans pour conscientiser d'autres femmes autochtones aux enjeux qui les touchent et, par le fait même, collecter des témoignages. Oui, moi aussi, c'est arrivé à ma grand-mère. Quand elle a marié mon grand-père, un blanc, ça a tout reviré ça de bord. Ce qui fait qu'aujourd'hui, moi-même, j'ai même pas accès à un statut. Je peux-tu redevenir autochtone puis revenir auprès d'Amy? Au final, avec tout ça, ben, je me sens trop blanche pour être considérée comme une autochtone, mais je me considère trop autochtone pour être 100% blanche. On dirait que je sais pas je suis qui. La fin des années 60 est marquée par l'émergence de plein de groupes de revendications du mouvement des femmes. C'est dans ce contexte-là que Mary Touax Early cofonde le Indian Right for Indian Women. En 1967, on annonce la commission d'enquête sur la situation de la femme du Canada, la commission Bird, avec comme présidente Florence Bird. Maintenant, vous êtes la présidente de la commission royale d'enquête sur le statut de la femme. C'est très sérieux, une commission royale d'enquête, n'est-ce pas? C'est très sérieux et j'espère que nous pouvons beaucoup faire. Il faut beaucoup étudier et beaucoup travailler aussi. Les femmes le pensent et je pense qu'ils ont raison. Parce qu'il y a des lois qui ont été écrites il y a 10 ans dans la reine de Victoria. Alors la reine de Victoria est morte, mais les lois restent encore. Et alors il faut découvrir ce que nous devons changer, et c'est pour cette raison que nous avons une commission. Vous croyez, dans cette année, nous devons avoir les droits humains pour tout le monde au Canada, pour les femmes, pour tous les gens. C'est important. Des militantes féministes comme Thérèse Casgrain poussent à ce moment-là Mary à y présenter un mémoire. C'est la première fois que le sujet est abordé publiquement. Représentant une trentaine de femmes de sa communauté, Mary prend la parole en commission et y dépose le mémoire. Le rapport Bird fait 488 pages et contient 167 recommandations. Un important volet va porter sur la question des femmes autochtones. La commissaire va dans le même sens que Mary et recommande une modification de la loi sur les Indiens. Sourde oreille du côté du gouvernement canadien, mais aussi de la Fraternité nationale des Indiens qu'on appelle aujourd'hui Assemblée des Premières Nations. Colonialisme sexuel. En 1969, Mary devient veuve. Elle avait hérité d'une maison ayant appartenu à ses grands-parents et veut revenir vivre dans sa communauté, près des siens. Mary déménage dans la maison, y vit quelque temps, mais whoopalaï! Le conseil de bande n'est pas très tigidou avec ça, mettons. C'était plus une autochtone selon la loi. Le chef était d'ailleurs bien résolu à appliquer à la lettre l'alinéa 12.1b de la loi sur les Indiens et la menace d'expulsion. Mary a donc transféré ses droits de propriété à sa fille, Rosemary to Rivers, qui avait épousé, elle, un autochtone. Sa fille avait le statut et pouvait donc acquérir les droits de propriété de sa mère. Mary disait qu'elle se sentait invitée dans sa propre maison. Mais tu sais, tu te doutes bien que même si ça respectait la loi, ça faisait pas l'affaire des membres, monsieur de la communauté. Imagine, devoir te battre contre le gouvernement canadien puis le conseil de bande de ta propre communauté. Tableau que ça doit être épuisant pour de vrai, mais grindant en même temps. Tu sais, le « en moins, check-moi bien aller ». C'est un peu ça qui est arrivé avec Mary. 1971, elle participe à la création de l'Association des femmes autochtones du Canada. 1973, elle devient porte-parole officielle de l'Indian Right for Indian Women. 1974, elle participe à la fondation de l'Association des femmes autochtones du Québec. 1975, c'est l'année internationale de la femme. La moitié du monde est une femme qui jusqu'ici avait caché son âme. Elle parle aujourd'hui encore trop peu, mais demain je vous dis, c'est dans ses yeux que vous verrez une flamme. La moitié du monde est une femme
Une soixantaine de femmes de Kahnawake sont à Mexico pour participer à une conférence dans le cadre de l'Année internationale de la femme. Mary Touax Early reçoit un appel qui l'informe que le 25 juin, une lettre écrite au nom de l'ensemble du conseil de bande et signée par le chef lui-même a été émise à son domicile. La lettre lui indiquait qu'elle devait quitter la communauté au plus tard le 1er septembre de la même année. Arc! Puis elle n'est pas seule, hein? Plusieurs autres femmes de la délégation de Kahnawake qui participent à la conférence ou qui sont ou ont été mariées à des Blancs reçoivent elles aussi ce genre de lettres-là. Arc. Mais tu sais, Mary est pas folle. Hein? Elle décide de profiter de l'événement pour dénoncer tout ça, pour sensibiliser les autres femmes sur leur réalité. L'histoire fait le tour du monde. Mais parce que oui, évidemment, il y a un mais. Personne au Canada n'intervient pour mettre fin aux menaces d'expulsion. Ils ont même remis de l'huile sur le feu, toutes les choses. Le Canada est le seul des 135 pays représentés à la conférence qui a refusé de signer une résolution rédigée à l'initiative de Mary Touax Early pour dénoncer le caractère discriminatoire de cette loi-là. Arc. Avec d'autres femmes de sa communauté, Mary se rend devant la Cour supérieure du Québec pour contester la décision du conseil de bande. À un moment donné, le conseil de bande se rétracte, mais le combat, lui, il n'est pas fini. Ce qui fait que plusieurs femmes se joignent à elle et l'appuient. Ça aura pris des années puis des années de combat acharnés pour que les choses changent réellement. On est le 15 mars 1983. C'est l'ouverture de la première conférence constitutionnelle sur l'inclusion des peuples autochtones dans la Charte canadienne. Mary assiste aux discussions, mais on lui refuse le droit de parole. C'est là que le premier ministre du Québec décide de poser un geste plus que significatif. Je voudrais céder la parole quelques instants à Madame Mary Touax Early, qui est du peuple Mohawk à Kahnawake. On disait Kutchnawaga avant au Québec. Madame Touax Early s'est faite la championne depuis toujours des droits des femmes. Elle a été une des fondatrices du mouvement Equal Right for Indian Women. Et ça lui a valu, entre autres, reconnaissance officielle, c'est presque une reconnaissance internationale, un doctorat honorifique de Osgood Hall. Thank you, Mr. Minister. Thank you all. I had a vision that I one day would be free again. Free to be myself, to be an Indian. I lost that freedom 45 years ago. It was divested by a law. I had a vision that the free fathers of the great citadel for democracy and freedom, a land of 23 million, who form a mosaic of people and cultures known as Canada, would erase forever the diabolical words that have been in conflict with the philosophy that each of you hold dear as Canadians, that each of the people in this great country be free. Please search your hearts and minds, follow the dictates of your conscience, set my sisters free. S'il vous plaît, cherchez en vos cœurs et en vos esprits. Suivez ce que vous dicte votre conscience et libérez mes sœurs. Le 28 juin 1985, le projet de loi C-31 est déposé à la Chambre des communes. L'article 12.1b est modifié et permet désormais aux femmes autochtones de retrouver leur statut et de bénéficier des droits qui en découlent. Ce statut est également accordé à leurs enfants qui en ont été privés. Le 5 juillet 1985, à Toronto, Mary Touax Early devient la première femme à retrouver ses droits lors d'une cérémonie en présence du ministre des Affaires indiennes et du Nord. Pour cette Mohawk modeste, mais au franc-parler, c'est effectivement une grosse étape de franchie. Elle rappelle qu'en fait, il fut un temps où les chiens sur sa réserve avaient plus de privilèges qu'elle. Our reserve at one time did not let us be buried there, but there was a dog cemetery there. You could bury your dog on an Indian reserve for $50, but I couldn't be buried there. Mais, dit-elle, elle continuera à se préoccuper de ces injustices.
Elle veut maintenant s'assurer que les enfants de femmes autochtones ayant perdu leur statut seront également protégés. À l'âge de 74 ans, elle poursuit la lutte. Dans certains conseils de bande, les hommes refusent de mettre en application les changements légaux. Mary Touax Early a donc repris son baluchon de lutte pour aller aider ses sœurs partout au Canada. Elle a reçu de nombreux prix de reconnaissance. Mary a habité dans sa communauté jusqu'à son décès en 1996 et on l'a enterrée dans le cimetière de Kahnawake, chose qui pourrait être considérée comme sa dernière victoire. Grâce à ces 3 décennies de militantisme, ce sont 16 000 femmes autochtones et 46 000 descendants qui purent demander à récupérer leur statut. C'est dans une perspective de réconciliation avec les membres des Premières Nations que j'avais envie de faire place à cette team madame-là, Mary Touax Early, qui a su transformer notre société puis qui a inspiré de nombreuses femmes autochtones et allochtones par son dévouement, son acharnement puis sa persévérance. Faut pas oublier que dans vérité et réconciliation, il y a aussi le mot vérité. Faut prendre le temps de reconnaître les torts de nos ancêtres sur les peuples autochtones. Que si on veut construire des relations durables, saines, que c'est important d'écouter, que c'est important de tendre la main, puis que c'est comme ça que on va pouvoir créer une société plus forte de tous ses membres. Parce qu'on y gagne tellement à se connaître mieux. La bande sonore est une composition originale de Dominique Brouillard. Le visuel du balado Team Madame est une création d'Ève Courtois, illustratrice. À la lecture de la loi sur les Indiens, Marc-André Fortin. Au témoignage, merci à Marie-André Berthold et Jennifer Obomsawin. À l'interprétation du premier ministre du Québec, Guillaume Cholette-Janson. À l'idéation de Team Madame, à la recherche, à l'animation, rédaction, scénarisation, montage, moi-même, Valérie Deschamps.